Le Hainaut, un patrimoine unique que nous envierons bientôt tous les Français. Bonsoir à tous, Monsieur le Président Robin, cher Aymeric, Monsieur le Président de l'Université Polytechnique Hauts-de-France, cher Hakim, Mesdames et Messieurs les vice-présidents de l'Université Polytechnique Hauts-de-France et de la CAPH, Messieurs les élus, bienvenue pour cette soirée de lancement de la chaire Tourisme et Patrimoine et valorisation du patrimoine. Donc c'est un événement important pour nous, pour l'université, pour la CAPH. C'est un projet qu'on a construit ensemble et qu'on va continuer à construire ensemble. Et comme le disait M. Robin, il a dit qu'il faut que des personnes avec des idées un peu folles se rencontrent pour aller plus loin ensemble. Mais les idées folles font aussi du bien pour les territoires. Je pense qu'il faut à chaque fois avoir des idées comme ça très très fortes pour dire où on peut aller ensemble et ne pas avoir de limites, ou en tout cas utiliser la science et la recherche au service du territoire. Et ça, c'est important, et je tiens à remercier aussi tous les acteurs, que ce soit l'Université Polytechnique Hauts-de-France, en la personne du président Artiba, et la CAPH, en la présence d'Aymeric Robin. Alors cette chaire, en fait, bon, elle va naître officiellement, on va dire, aujourd'hui, mais il y a quand même une origine au niveau de la chaire. Cette origine, elle est là, puisqu'il faut quand même, je dis toujours qu'il faut payer ses dettes, et je vais payer ma dette aujourd'hui à la porte du Hainaut, par rapport à cette chaire. Alors ici, ce n'est pas une publicité, ça peut représenter une publicité pour, évidemment, Marlboro, hein, donc on va éviter de parler de la loi Evin, et en tout cas, vous reconnaissez facilement, puisqu'il y a des marqueurs aussi pour certains pays, les États-Unis. Donc ça, c'est plus précisément à Panguitch. Panguitch, c'est dans le sud de l'Utah. Ça vous dit vraisemblablement rien. Mais c'est presque là où il y a eu la naissance, en tout cas pour moi, de ce que l'on pouvait faire et de l'importance aussi de la porte du Hainaut. Alors je me suis retrouvé à Panguitch, c'est quand j'étais, donc ça c'est en 2010, hein, donc j'ai quelque peu vieilli. Ça ne se voit pas, à l'époque j'étais jeune et beau, et maintenant je suis moins jeune. Et donc je me suis retrouvé, donc c'était l'année où j'ai passé un peu plus d'1 an aux États-Unis dans le cadre d'une bourse Fulbright Scholar. Et puis peu après mon arrivée aux États-Unis, on me dit, bah, écoute, il y a un séminaire, c'est une séminaire mise au vert de tous les enseignants et enseignants-chercheurs d'Utah, Nevada, Arizona et Nouveau-Mexique et Colorado. Donc on me dit, bah, écoute, ça serait bien que tu puisses venir voir ce qui se passe, etc. Et donc c'était réglé par l'ambassade de San Francisco, c'était Los Angeles, l'ambassade de Los Angeles. Donc je dis, d'accord, moi je venais juste d'arriver. Et puis à l'époque, on s'appelait encore Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis. Alors pour présenter, on n'avait pas les classements que nous avons désormais, etc. Et la renommée que l'Université Polytechnique Hauts-de-France possède désormais, grâce au changement. Et quand vous vous retrouvez face à des Américains, même cultivés en l'occurrence, placer Valenciennes sur une carte, c'est quand même compliqué. C'est-à-dire que vous leur dites que c'est à côté de Bruxelles, et pour eux, Bruxelles, c'est entre Bucarest et Budapest, à peu près, qui eux-mêmes sont juste à côté de Barcelone, qui est la capitale de l'Italie. Ça donne à peu près ça. Et donc, je me dis, comment un peu situer Valenciennes, ou en tout cas Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis sur une carte. Et pour eux, que ça fasse sens. Et donc je leur ai tout simplement dit, donc, écoutez, l'Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis, c'est là où on a eu la cantilène à Saint-Amand, la cantilène de Sainte-Eulalie. Et la cantilène de Sainte-Eulalie, donc c'est parfois une découverte pour certains, la cantilène de Sainte-Eulalie, c'est le premier texte littéraire de langue romane, ce qui va donner le français. Donc c'est la première preuve écrite de cette langue que nous parlons désormais. Et il faut savoir que pour tout enseignant
tout chercheur de littérature française, partout dans le monde, ils commencent tous les cours, ils commencent leur recherche par la cantilène de Sainte-Eulalie. Donc ça veut dire que là, tout de suite, il y avait des chercheurs qui étaient « Ah bon, ah mais c'est vous la cantilène ?» Non, c'est pas moi, c'est la porte du Hainaut. Et donc vous vous retrouvez à Penguich, juste à cet endroit-là, et finalement vous vous retrouvez avec une vingtaine d'enseignants-chercheurs à réciter tous ensemble Buena Pulcella, Futolalia, Belcorts, Liavretz, etc. Et donc ça, c'est quand même aussi ce qui a fait que pendant 1 an et demi, j'ai utilisé cette carte de visite pour aller partout aux États-Unis. Et à chaque fois, l'université de Valenciennes comptait peut-être moins que la cantilène de Sainte-Eulalie. Et donc c'est la dette que j'avais aussi à la porte du Hainaut, envers la porte du Hainaut. Mais ce n'est pas tout, hein. Enfin, donc sinon ça serait pas très, ça peut être intéressant, mais il n'y a pas que cela. C'est-à-dire qu'un peu après, 1 an et demi après, et donc je me retrouvais avec invité des collègues. Et les collègues, donc je l'emmène, j'essaie de le voir au niveau, je lui fais visiter Valenciennes, c'était un collègue de BYU avec qui j'avais beaucoup travaillé. Alors, et, bon, musée des Beaux-Arts, il me dit, ben non, il y avait une exposition Daumier. Il m'a dit, je connais très bien Daumier, on vérifie, Daumier, les 90% des œuvres de Daumier venaient de sa propre université. Donc c'est-à-dire qu'on ne vient pas obligatoirement en France pour trouver ce que les Américains ont acheté. Et puis, donc, je lui dis, je vais te montrer un peu les corons. Et peut-être avec, de ma part, un frein en disant, ben voilà, ça c'est la condition ouvrière qui était difficile, etc. Et donc d'en parler, pas obligatoirement en termes positifs, mais encore une fois avec cette désindustrialisation et ce passé industriel. Et j'emmène le collègue américain, donc juste à côté, et alors là, il était absolument fasciné. Il m'a dit, mais c'est absolument magnifique ce que tu montres. C'est magnifique, c'est ça qu'on doit montrer aussi. Parce que c'était un lieu dans un milieu de vie. Donc ce n'était pas simplement quelque chose qui était là pour montrer des traces du passé, mais il le voyait, encore une fois, un milieu de vie. Et il m'a parlé tout de suite lui venait de Seattle au départ, et il dit, mais on a fait ça au niveau de Seattle. C'est-à-dire que quand il y a eu des problèmes de désindustrialisation, on a redonné aussi la fierté de certains quartiers qui pouvaient être des quartiers défavorisés, et finalement, la désindustrialisation passait aussi pour revenir, d'un point de vue économique, à une forme de fierté des habitants, c'est-à-dire de ne pas avoir des habitants qui quittent finalement le territoire, mais qui lui redonnent des valeurs, et ces valeurs passent aussi par leur propre perception de là où ils sont. Ça, donc, j'ai presque revu un peu la perception que je pouvais en avoir de tout ce qui était ouvrier. Et puis, je l'emmène un peu plus loin. Donc, vous voyez, c'est une deuxième forme, on va dire, de patrimoine, et je l'emmène un peu plus loin, justement, juste à côté, à la Trouée d'Arambert. Et donc là, vous imaginez, le collègue, ça je sais que pour certains, ça va être difficile à croire, mais je faisais beaucoup de vélo à l'époque, et je montais d'école première catégorie. Hors catégorie, je n'y avais pas avec lui, hein. Mais on peut vieillir en l'espace de 10 ans. Et donc, je l'emmène tout de suite à la Trouée d'Arambert, et donc le collègue de BYU, qui était absolument fasciné par la Trouée d'Arambert, couché à plat ventre pour prendre des photos des pavés. Et donc ça, ce qui est intéressant, c'est que pour lui, il voyait cela comme du patrimoine, mais qui n'est pas du patrimoine simplement bâti, monumental, mais qui est lié aussi à une histoire. Et ça, c'est intéressant à voir, parce qu'on n'est pas obligatoirement avec les chevalements, qui l'impressionnait moins, finalement, parce qu'il en avait déjà vu. Et ça, c'était lié à cette histoire, à ce que ça, au niveau du sport, ce que ça impliquait, etc. On voit aussi, hein, et ce n'est pas simplement une anecdote, qu'avec la Trouée d'Arambert, comment on construit une histoire autour du patrimoine. C'est-à-dire que ça reste finalement des pavés, ça reste une découverte de Stablinski, avec ce que ça voulait dire au niveau de Stablinski, ancien mineur qui finalement est investi d'une forme de héros sportif, hein, et pas héros obligatoirement OS, et puis d'avoir quelque chose qui inverse les valeurs. Hein. Ce que je veux dire là, c'est vraiment qu'on n'a pas obligatoirement besoin de quelque chose de monumental pour avoir du tourisme valorisé et valorisable. C'est une mise en récit de ce qui existe. Donc tout ça fait que pendant longtemps, je me suis dit c'est absolument étonnant, assez incroyable même d'avoir une communauté d'agglomération comme la Porte du Hainaut, qui finalement possède 3 éléments qui sont mondialement connus.
C'est-à-dire que vous pouvez amener beaucoup de personnes, justement, des États-Unis. Certains vont reconnaître la cantilène de Sainte-Eulalie et le berceau de la langue française. D'autres vont voir le patrimoine UNESCO avec tout ce qui est la cité minière. Et d'autres, enfin, vont reconnaître la trouée d'Arambert pour ce qu'elle représente autour de l'inversion de valeur de l'enfer du Nord, hein, qui n'est pas localisé ici, mais qui a pu être perçu au niveau de la trouée d'Arambert. Ces trois éléments-là, donc le président Artiba me dit, suite à une rencontre avec Aymeric Robin, écoute, il y a peut-être, je crois qu'il y a un intérêt commun, un croisement, en tout cas, d'intérêts, de développer tout ce qui est tourisme et patrimoine. Et c'est vrai que tout de suite, on a dit, on y va. C'est à partir de ce moment-là où les problèmes ont commencé. C'est-à-dire qu'il faut y aller, effectivement, parce qu'il y a un potentiel absolument énorme, mais il faut y aller et puis savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut véritablement apporter avec cette chaire de tourisme et patrimoine. Ce qu'on peut véritablement apporter, je crois que c'était le bon moment aussi pour l'Université Polytechnique Hauts-de-France. C'est-à-dire qu'il y a cette volonté, s'il y a bien la dénomination Université Polytechnique Hauts-de-France, il y a Hauts-de-France, certes, il y a université, mais il y a aussi Polytechnique. Donc ça veut dire impliquer, ou en tout cas activer tout ce qui peut relever de l'interdisciplinarité. Et dans mon idée, c'était que pour faire vivre cette chaire, il fallait que cela soit un creuset de l'interdisciplinarité. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas simplement prendre tout ce qui était tourisme et patrimoine au niveau de l'économie du tourisme, uniquement. Il ne fallait pas le prendre uniquement au niveau du patrimoine. Il ne fallait pas le prendre uniquement au niveau du numérique ou des nouvelles formes de tourisme, mais il fallait rassembler des spécialistes de renommée internationale pour les faire travailler ensemble et faire en sorte que cela constitue les apports scientifiques et pour la société de la chaire tourisme et patrimoine et valorisation du patrimoine. C'est pour ça que vous les aurez ce soir, hein, donc les 4 personnes avec lesquelles nous travaillons depuis 2 jours en présentiel, mais évidemment beaucoup plus tôt, et de dire il y a une fonction aussi sociale. Et ça, on y reviendra aussi ce soir, c'est-à-dire qu'il y a une véritable fonction sociale, parce que ce n'est pas de la recherche pour elle-même, mais c'est de la recherche qui doit se faire avec les institutions et qui doit se faire aussi avec les citoyens. Et ça, c'est très important pour nous, c'est-à-dire que le projet, et tel qu'il a été conçu avec le président Robin et avec le président Artiba, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y aura toujours présence de chercheurs au niveau des collectivités avec les habitants. Ça veut donc dire animation, ça veut donc dire donner du sens, resymboliser des objets obligatoirement qui étaient en absence de symbole, donner de la fierté pour reconstruire un tourisme qui doit être pérenne. Et donc pas simplement du marketing touristique ou du packaging touristique, mais aussi un tourisme qui se conçoit dans le temps. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle aussi du tourisme durable. C'est-à-dire que le tourisme durable ne peut fonctionner que si vous aviez 3 piliers qui vont fonctionner ensemble. C'est le pilier économique, évidemment, c'est le pilier social, parce qu'il y a une valeur et une fonction aussi sociale du tourisme tel qu'il est développé avec le patrimoine. Et le 3e pilier, c'est évidemment tout ce qui est développement durable. C'est ce que vous allez entendre tout à l'heure un peu avec les discours, les différents discours, et puis aussi la table ronde qui vous présentera un peu les axes, en tout cas, définis dans cette chaire. Je ne vais pas les définir maintenant. Et je vais essayer un peu de faire en sorte qu'il n'y ait pas uniquement des discours. Pas uniquement des discours, je crois qu'il faut aussi entendre ce que l'on peut faire au niveau du patrimoine, d'une certaine forme de patrimoine. Je vous ai parlé de la cantilène de Sainte-Eulalie. La cantilène de Sainte-Eulalie, c'est quelque chose qui est invisible pour certains, parce que ce n'est pas obligatoirement du français, parce que c'est un texte de 882-883. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que c'est uniquement pour les spécialistes, les philologues qui vont s'intéresser à la langue? Pas que. C'est-à-dire qu'on peut moderniser un peu ou rendre audible, et avec la fierté qui va avec, la cantilène de Sainte-Eulalie. Et donc, avant même tout discours, je tenais vraiment, parce que ça me paraissait important, ça me paraissait essentiel, de vous faire entendre une adaptation moderne de la cantilène de Sainte-Eulalie. Donc, cette adaptation moderne, c'est pour ça que j'ai invité maintenant sur scène Yves Usureau, qui doit être là, et Anne Gouraud, donc, qui va l'accompagner à la contrebasse. Et je vous demande vraiment de les accueillir chaleureusement.
Donc juste quelques mots avant que Yves Usereau interprète cette version de la cantilène de Sainte-Eulalie. Donc dire simplement que ça l'a suivi. Je crois que ça a été une initiative en 2000 avec notamment mon collègue Stéphane Hirschi, et puis réalisation disque publié l'année dernière en 2021 avec l'adaptation de la cantilène de Sainte-Eulalie. Alors pour vous aider un peu, on va projeter en même temps la traduction française. Ne suivez pas obligatoirement la traduction française, c'est pour avoir la version. Et Yves Usereau va vous chanter la cantilène de Sainte-Eulalie en langue romane. Merci. Eulalia, bel corps e les anima, voldrent la ventre l'ideo inimi, voldrent la fardiole servir. El non els coltet le mals conseiller, quel de oranen qui mansunche. Ne per or, ne d'argent, ne paraments, ni ulcos no de la furet player. De Maximien, qui rexeret lundi surpaïens, et il est nortent, dont l'est, non queschilt, quand elle se les nomme Christienne, et l'entadunent, le non element, mais sostrendenet impediment. Quelle perdes sa virginité, però suret mortem grand honesté. Geteren com ardetost, el colpes nororet por nos coist. Axo no voldren con creidre l'irex paiens, ad uns pedenir lo ruet alir lo scif. In figure de colombe, volat al ciel, tuiteram che por nos daniet preyer. Que doise de los Christus mercit, post l'amor a lui no l'est venir. Rapid in the wide room, deep in the light, in the left, tip, and dabble, the round. See that boy. Servir, elle non escoltet les mals conseillers, quel de oraneint qui
mans un ciel, quel de ora nen chi mans un ciel. Merci Yves Zouroch. Donc, je crois qu'on a un très très bel exemple de ce qui était la langue française et que finalement c'est transmissible. C'est véritablement, il y a un sentiment de fierté qui peut vraiment venir aussi de cela. Et c'est la porte du Hainaut aussi. Donc la porte du Hainaut, actuellement, elle est représentée par Aymeric Robin, donc maire de Rheims et président de la communauté d'agglomération de la porte du Hainaut, que j'invite à nous rejoindre sur scène. Aymeric Robin. Merci mon cher Arnaud, monsieur le vice-président, pour ces mots d'introduction qui ont véritablement planté le décor. Et à mon tour, je souhaiterais, au nom de la Porte du Hainaut, saluer la présence et la bienvenue des vice-présidents et vice-présidentes en charge des différentes thématiques au sein de la Porte du Hainaut, et en premier rang desquels Jean-Marc Mondino, qui est le vice-président en charge du tourisme, accompagné du président de la commission, mon ami Jean-Paul Comines, maire d'Airain. Saluer l'ensemble des conseillers et conseillères communautaires présentes dans la salle. Saluer monsieur le président de l'université, mon cher Abdelhakim, sois le bienvenu. Je suis ravi de t'accueillir une nouvelle fois ce soir ici. L'ensemble des vice-présidents qui t'ont accompagné et qui nous font cette amitié. Naturellement, l'ensemble du corps universitaire représenté dans vos différentes fonctions. Les partenaires avec qui des choses sont déjà engagées en matière de tourisme, avec qui nous avons plaisir de travailler. J'ai vu Norbert Crozier pour l'Ouvre-Lens, j'ai vu Catherine Omiel pour la mission bassin minier, j'ai vu Gonaël Delporte pour l'Office du tourisme. Je m'en excuse, c'est le risque quand on se lance dans la liste des personnalités de se dire « Ouh là 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 là, qui est-ce que je vais oublier ?» D'autant que là, vous êtes dans le noir, donc je ne peux même pas tricher en essayant de repérer du regard les uns et les autres. En tout cas, soyez les bienvenus en vos grades et qualités. Alors, cette histoire de la chaire tourisme, c'est un alignement des planètes. L'alignement de la planète volonté. La volonté, c'est celle de la Porte du Hainaut qui a rencontré la volonté de l'université représentée par son président Abdelhakim. La volonté de la Porte du Hainaut, très vite, ça a été d'afficher une ambition, d'avoir de l'ambition. Il ne faut pas avoir peur d'avoir de l'ambition. Et cette ambition, c'est de mettre le territoire en tourisme et de mettre en avant les atouts de ce territoire pour en faire une destination de tourisme. La volonté de l'université, c'est d'être une université des territoires et d'être en lien avec les acteurs du territoire, les élus du territoire. Et ces volontés se sont rencontrées avec une attention fidèle du président de l'université, riche d'une expérience déjà passée ici, et on est dans ce lieu qui témoigne de cette collaboration que nous avons déjà initiée avec mon prédécesseur Alain Bocquet, qui consistait à dire comment l'université peut être au service, aider les élus de la Porte du Hainaut à mettre en tourisme ce territoire. Et l'histoire vient ensuite enrichir la réflexion, alimenter ce désir avec la cantilène de Sainte-Eulalie, que je confesse bien volontiers, je découvrais, et qu'Arnaud m'a raconté, et nous a raconté, avec les collaborateurs qui étaient à nos côtés ce jour-là, eh bien, ce qu'il vient de vous dire, avec la même exactitude, le même enthousiasme, et le même caractère d'autodérision dont il sait faire preuve lorsqu'il nous montre les photos de ce récent passé. Donc, une histoire, des volontés, et de se dire il y a quelque chose à faire ensemble pour mettre ce territoire justement sur la voie de sa mise en tourisme. On ne part pas de rien, on a des atouts. Les atouts, ils ont été en partie dévoilés, j'en ajouterai peut-être que quelques-uns. Bien sûr, il y a l'UNESCO,
formidable cadeau que nous ont fait ceux qui se sont battus et qui se sont engagés résolument pour faire en sorte qu'il y ait cette reconnaissance mondiale de cette histoire commune sur ce territoire autour de la mine, couronnée il y a 10 ans par cette sacralisation au titre du patrimoine évolutif vivant et qui plaçait les cités minières, le bassin minier, dans le même rang des valeurs de symboles que la Tour Eiffel, que les pyramides d'Égypte, comme le disait le maire de Los-Angeles, Jean-François Caron, lorsque nous avons été récompensés, ce territoire, de cette distinction. Et donc ça oblige, ça fait peur, mais ça oblige. Ça oblige à être à la hauteur de ce que nos anciens nous ont légué, à ce paysage qui a été façonné par l'intervention de l'homme à travers la mine, et donc de toutes les habitudes, de tous les folklores, de toutes les coutumes qui l'engagent avec lui. Il y a cette pépite, cette mine que nous avons, et qui vient alimenter ce souci ou ce désir de touristicité de notre territoire. Ensuite, nous avons un patrimoine naturel et sportif exceptionnel. La forêt domaniale de Rems-Saint-Amand-Wallers, ce poumon vert que les Lillois nous envient et qu'ils viennent très régulièrement fréquenter. La Trouée d'Arambert et toute cette histoire autour du vélo, on a rappelé la mémoire de Jean Stablinski, qui nous permet de développer à l'infini les potentialités autour du sport-tourisme. Et donc d'avoir cette capacité, là aussi, à mettre un territoire en aménagement et en mouvement à cette destination. Et le troisième pilier, c'est celui de la santé. Je salue le directeur des Thermes de Saint-Amand, M. Garcia, que j'ai aperçu en arrivant, puisque aujourd'hui nous avons 10 000 curistes qui viennent par an fréquenter l'établissement des Thermes de Saint-Amand et qui ont cette opportunité de disposer sur notre territoire la nature, le bien-être et l'histoire. Et donc, cette chaire tourisme, elle incarne cette volonté-là d'acteurs du territoire qui veulent mettre au service leur spécialité, leur capacité d'expertise, leur capacité de créativité à travers l'université, des élus locaux qui ont envie de donner une dimension supplémentaire, d'apporter cette ambition à ce territoire, en le faisant avec les habitants. Et c'est le troisième étage de la fusée, de cette mise en récit, de cette possibilité de mettre notre porte du Hainaut en destination tourisme. Et il faudra le faire avec les habitants. Pourquoi ? Parce que ça leur appartient, cet héritage. Ça nous appartient, mais ça leur appartient au premier chef. Et il faut les rendre acteurs de cette transformation. On ne pourra pas réussir la transformation d'un territoire durablement si on n'implique pas les habitants et la participation des citoyens dans cette démarche-là. C'est aussi de leur redonner de la fierté. C'est en filigrane ce qu'il y a dans l'engagement pour le renouveau du bassin minier, de redonner de la fierté aux habitants. Ça a été, je le sais, dur pour eux, par exemple ce classement UNESCO. Pourquoi on mettait aux yeux du monde toute une histoire de souffrance, toute une histoire de lutte sociale, avec des cassures, avec des êtres chers qu'on a perdus. Et pourtant, c'est un patrimoine dont nous sommes les garants. Et si on ne les implique pas dans cette mise en récit, on n'y arrivera pas. Donc c'est ça l'enjeu aussi de cette chaire, c'est d'associer les spécialistes dans l'expertise, les développeurs locaux dans les capacités qu'ils ont à mobiliser des moyens et les habitants pour faire vivre à nos côtés cette ambition-là. Des expériences existent et nous donnent confiance dans cette capacité. Et vous m'avez très vite parlé de la ville d'Arvida au Québec, et je salue Madame Morisset qui est là. Lucie, c'est ça? Elle est là, non? Oui, elle est là, voilà, je la cherchais, pardon. Qui a une expérience un peu similaire et qui va venir enrichir cette chaire avec d'autres spécialistes sur cette ville du Canada, du Québec plus précisément, avec aussi un passé industriel qui a été en capacité d'engager sa résilience, sa transformation pour mieux rebondir et être une destination remarquée et remarquable. Donc on doit avoir cette ambition, on ne doit pas avoir peur d'essayer d'atteindre ces objectifs-là. Je terminerai sur un mot encore. Cette mise en tourisme, cet alignement des planètes a été renforcé par la période sanitaire que nous avons traversée, qui a profondément changé l'approche du tourisme dans le monde, et tout particulièrement donc, du coup, dans notre pays, où aujourd'hui, le tourisme se consomme autrement. On est sur du stay vacation,
On est sur du tourisme lent, où on veut prendre le temps. On est sur des plus courts séjours. Et donc, il faut que notre territoire se mette au diapason de ces nouveaux modes de tourisme. Donc, l'enjeu, ça va être de travailler et de spécialiser la caractéristique de la mise en tourisme de notre territoire au regard des nouveaux modes de consommation de cette partie qu'est le tourisme, au regard des nouvelles attentes, des nouvelles façons de faire qui ont été, je le disais, profondément bouleversées par la crise sanitaire que nous avons traversée. Enfin, qui aime bien chérit bien, d'où la volonté de cette chaire, et l'alignement des planètes, c'est quand même la capacité que nous avons eue à donner du sens et de la consistance à ces volontés et à cette histoire lorsqu'elles se sont rencontrées il y a un peu moins d'un an. En 2022, je suis très satisfait que nous puissions sceller cette nouvelle collaboration, puisque avec les élus de la Porte du Hainaut, nous avons voulu marquer cette année 2022 sous le signe d'une Porte du Hainaut qui s'ouvre au monde. Et quoi de mieux que le tourisme pour s'ouvrir au monde et faire du monde, de la Porte du Hainaut, une terre d'accueil, de visite, de loisirs et d'apprentissage. Donc l'alignement des planètes, il est vrai jusqu'au bout. Je suis vraiment, encore une fois, très heureux de pouvoir avoir avec vous ce soir cette ambition partagée, de faire en sorte que nous puissions, avec les étudiants qui viendront nous accompagner dans cette démarche, une belle réalisation, une belle mise en tourisme de la Porte du Hainaut, et de faire en sorte que cette collaboration puisse nous donner un élément encore différenciant par rapport aux autres et de faire que la Porte du Hainaut soit sur le toit du monde. Merci à vous en tout cas pour cette collaboration. Merci, Monsieur le Président Robin, cher Aymeric. Des mots importants, enfin, héritage. Parfois un héritage lourd à porter quand il est investi de valeurs négatives et une mise en récit qui permet justement de réinverser les signes. Et encore une fois, quand on dit que le patrimoine peut aussi permettre la justice sociale, et le tourisme peut aussi permettre ça, j'y crois fondamentalement. Et c'est vrai que l'alignement des planètes vient aussi sur ça. Et tu as parlé aussi des étudiants. C'est vrai qu'on a aussi des formations dédiées. On entend aussi faire en sorte que la Porte du Hainaut soit un territoire aussi pour les étudiants. Et donc avec les habitants. Je crois que ça, c'est aussi important. Les participants de la chaire, donc ça fait 2 jours qu'on entendait des termes, justement, et c'est très, très important de voir que les collègues, justement, sur la chaire ne partagent pas obligatoirement les mêmes approches, même des mots territoire et des mots tourisme, parce que sinon, ça veut dire qu'il n'y aurait pas de verrou scientifique. Et en même temps, ce qui est important, c'est qu'ils découvrent aussi, pour certains, le territoire, qui était connu. Donc, ils sont à Rem. Hier, on était aussi à Douchy-les-Mines. Douchy-les-Mines, c'est une ville qui n'est pas obligatoirement connue, et c'est assez étonnant de voir aussi des structures culturelles telles que l'Imaginaire, le CRP, le Centre régional de la photographie, et le Printemps culturel sur un petit territoire ou sur une petite ville. Donc ça prouve qu'il y a vraiment aussi, quand tu parlais d'atouts, il y a des atouts véritablement forts à mettre en valeur et à utiliser au service des habitants et au service du projet. Puis parmi ces atouts aussi, donc je salue nos partenaires de l'Université catholique de Lille qui sont arrivés, et il y a, je crois, des collègues aussi de l'Université d'Artois qui sont là, et de l'Université de Lille. Mais parmi ces atouts aussi, je tiens à saluer aussi l'Office du tourisme, en la personne de Gwenaëlle Delporte. Je crois que vraiment, il est rare d'avoir un Office du tourisme aussi dynamique, ambitieux aussi, qui partage les objectifs de la Porte du Hainaut, qui partage les objectifs de la chaire, qui nous a accompagnés et qui nous accompagnera aussi, parce qu'il n'y a pas césure entre justement tout ce qui va être institution publique et recherche. Si on est au service des habitants, pour réussir, on le fera tous ensemble. Et je tenais justement simplement à vous montrer une courte vidéo, parce que c'est montrer aussi ce que va devenir, ce que c'est en train de devenir la Porte du Hainaut. Une vidéo, tu parlais du confinement, qui a été justement réalisée pendant le confinement par la Porte du Hainaut, l'Office du tourisme de la Porte du Hainaut, avec comme cible la famille. Et on ne retrouve pas obligatoirement, justement, l'héritage tel qu'on l'attend. Donc je tiens juste à vous montrer la vidéo réalisée par l'Office du tourisme de la Porte du Hainaut.
savez quel film a été tourné ici, sur le site d'Arambert? Non. Le film Germinal de Claude Berry. Bon, donc là, Sybille, on va virer. Allez, on est parti, on vire. Ouais. Qu'est-ce que je fais alors? Ce soir, en suggestion, nous vous proposons un filet d'agneau au jus de thym et une purée maison. Je vous souhaite un bon séjour en famille. Merci. Merci beaucoup. Et on voit que l'image change aussi, et c'est aussi important de le voir partagé. Donc ça figure actuellement uniquement en ligne, donc c'était presque une avant-première sur grand écran. Maintenant, nous allons accueillir aussi quelqu'un qui aime aussi parler de alignement des planètes, hein, donc c'est assez intéressant de voir que finalement on retrouvait des expressions. Cette personne, c'est une personne qui évidemment qui m'est chère, qui a fait passer l'Université de Valenciennes et l'UNO-Cambrésis à l'Université Polytechnique Hauts-de-France, donc une université maintenant européenne avec Nice, et une université aussi qui cultive cette ambition internationale et qui entend être une université de territoire. Et ça, on le doit aussi, et je l'invite à venir sur scène, au président Abdelhakim Artiba. C'est vrai, c'est difficile de voir qui est qui. Donc, je vais essayer. Bonsoir. Merci. C'est plus sympathique. Au moins, comme ça, je vois. Il y a longtemps que je n'ai pas donné cours. Donc, c'est rare que je me trouve dans des situations comme ça, dans un amphi aussi bien garni, avec un niveau intellectuel extrêmement élevé. Donc, ça fait vraiment plaisir. Donc, je suis dans une situation, la salle connaît mieux que moi, alors qu'on est en principe dans des situations, on est le prof face à ses étudiants. Je crois qu'ici, il y a un beau, évidemment, amphi plein de grandes richesses. En tout cas, je salue tout d'abord les élus, Aymeric Robin, le président, un ami, les vice-présidentes et vice-présidents de la Porte du Hainaut, de l'université, toutes et tous les collègues, quelle que soit leur responsabilité, ceux qui sont actifs et ceux qui sont actifs autrement, qui ont pris leur retraite et qui veulent évidemment en profiter pleinement. Donc je remercie évidemment toute la communauté dans le sens large du terme, qu'elle soit de la Porte du Hainaut, de l'université, et évidemment toutes les universités et les universitaires qui sont représentés ce soir, que ce soit évidemment notre partenaire fort donc, en région, l'Université catholique de Lille, que ce soit les autres collègues, l'Université de Lille, l'Université d'Artois. Probablement qu'il y a d'autres, évidemment, que je n'ai pas cités parce que je ne le sais pas. En tout cas, aujourd'hui, c'est vrai, c'est l'aboutissement d'une première réflexion qu'on a démarrée ensemble. On l'a démarrée en toute franchise, claire, nette. Je vous le dis quand même un peu. Donc, j'étais
Évidemment, je salue les directeurs généraux qui préparent toujours les choses et qui sont dans l'ombre souvent. Donc, on en a au moins 2 ce soir. Donc, Jamal et Philippe. Et donc, on était tous là avec le vice-président chargé des relations avec le territoire et les campus, Abdelak Kabila, qui est là aussi ce soir. Et on devait se parler. On devait se parler pour se dire qu'est-ce qu'on fait de la relation que nous avons ensemble. Hein, donc, il y avait une belle page de la Voix du Nord qui remettait un peu en cause les choses qui se trouvent à Arambert. Donc, beaucoup le savent, je ne vais pas par 4 chemins. On doit poser le problème. J'ai posé le A3 sur la table. J'ai dit à Aymeric, il faut quand même qu'on parle de ça. J'étais impressionné, il a bien rigolé. Ah, il m'a dit, tu ne veux pas me parler de ça? Ouais, d'accord, très bien. Je dis, tout de suite, on est une université de territoire. Si on ne sert à rien, on fait l'économie, tous les 2, et on arrête. Ou bien, si on veut travailler avec l'université, on regarde ce qui intéresse le territoire. Et si on est capable de contribuer. C'est ça qui est important. On n'est pas là pour aller contre la volonté des territoires, mais on n'est pas là non plus pour faire des choses qu'on n'est pas capable de faire ou la spécialité ne se trouve pas chez nous. Mais si on se lance ensemble sur quelque chose, on doit aller le plus loin possible à court, moyen et long terme. Et les universitaires que nous sommes, nous travaillons évidemment sur le long terme et c'est fondamental. Et donc, Rick m'a dit, ce n'est pas une affaire d'argent, on ne veut pas faire d'économie sur le savoir ou quoi que ce soit, ce n'est pas là la question, mais on voudrait quand même que les choses, quand on les fait ensemble, il faut que ça tourne et que ça rapporte des choses des 2 côtés. Voilà, donc là, on est revenu sur le rail complètement et on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Et donc, c'est là on s'est donné une réflexion de 3 mois, donc je me rappelle très bien, et on s'est vu, c'était la veille des vacances de Nouvel An. Donc, évidemment, Abdelak fait bien ça de la tête, je crois que c'est un 18 décembre. Et donc, on s'est dit, on prendra le temps. 3 mois après, on s'est vu avec des idées très claires. Arnaud nous a fait, je crois, Aymeric l'a dit, de manière fidèle, ce qu'il a fait ce soir. Il nous a fait le professeur de littérature française au top. Là, un résumé parfait, etc. Alors, moi, j'étais le premier étonné. Parce que, comme beaucoup à l'université savaient, quand j'étais vice-président, je passais beaucoup de temps avec Arnaud. J'ai arrêté de fumer, hein, donc on a fumé quelques dizaines de paquets de cigarettes ensemble et on refaisait Le Monde, etc. et tout. Et donc, mais il ne me donnait pas de leçons comme ça. Donc, on faisait les choses autrement. Et là, c'était conviction, clair, précis, avec un récit qui nous a convaincus parce qu'on était sûr qu'on allait faire quelque chose ensemble de fort. Et là, évidemment, on voulait quelque chose qui répond à toute cette thématique, mais qui implique aussi le maximum de collègues. Et là, évidemment, je rends hommage à tous les collègues qui ont travaillé avec Arnaud. D'abord, les Québécoises et Québécois. On en a aujourd'hui l'Université du Québec à Montréal, bien représentée, et l'Université de Sherbrooke. Merci beaucoup d'avoir fait ce bon déplacement, d'avoir avalé ce décalage horaire que j'en ai fait longuement, hein, entre 2004 et 2007, quasiment. Des fois, tous les 15 jours, je le faisais dans un sens ou dans l'autre, et donc je sais ce que c'est. Donc, cette collaboration de ce côté-là est bien rodée, il y a des convictions claires. Aymeric, tout à l'heure, a rappelé aussi ce que vous avez fait
au Québec. Et donc, là, le lien était fort, comment on travaille de part et d'autre avec le territoire et d'être très précis dans ce qu'on veut faire et avoir la réflexion, d'abord le recul que vous avez eu par rapport à ce que vous avez fait comme travaux au Québec. Et ça, évidemment, c'est une collaboration gagnant-gagnant. Hein? Donc, vous comparez des choses que vous avez fait avec ce qu'on a, etc. Donc, il y a une richesse, je crois, qui sera partagée et qui est un capital extraordinaire, point de vue connaissance. Et ce qui me plaît en tant qu'enseignant-chercheur de ce côté-là, c'est qu'il y a des économistes, il y en a dans la salle, dont le directeur de l'Arche actuellement, il y a des historiens, donc je vois le directeur de l'ISH et les autres collègues, des géographes, donc plein de monde qui peut participer, les littéraires, les artistes, etc., et j'en passe. Et donc, sur ce site, il y a déjà aussi toute la partie numérique. Daniel est là, et toute son équipe et tout. Donc, il y a énormément de choses qu'on voudrait faire. Hein, donc, et qu'on voudrait communiquer aussi. Tu as parlé tout à l'heure de la santé. Je salue aussi l'hôpital parce qu'il est représenté ce soir par Denis, le directeur de la communication. On a visité avec lui le site et on regarde aussi ce qu'on peut faire de ce côté-là aussi. Donc, il y a une richesse extraordinaire. Et quand j'ai parlé avec d'autres communautés d'agglo, hein, donc dans le voisinage, ils m'ont dit, tiens, ça nous intéresse aussi. Le thème que vous traitez avec le port de Hainaut, c'est une première dans les territoires. Et on voudrait aussi être à un certain moment associé d'une manière ou d'une autre pour en profiter et tendre. Donc, on donne un exemple et je crois qu'il faudra saisir ces occasions pour travailler en profondeur sur la durée avec les territoires, c'était dit, avec les habitants des territoires. Donc ça tenait beaucoup à Émeric, évidemment, c'est impliquer vraiment les habitants, mettre en valeur l'histoire, mettre en valeur aussi le présent, le patrimoine que nous avons, qu'il soit vivant, et il est vivant. Et on regardera en plus toute la partie numérique, toute la partie évidemment sportive, etc. Et les collègues des sports, il y en a des STAPS ce soir aussi, etc. Donc, il y a les gens du numérique, il y a les collègues des sports, les économistes, géographes, les historiens, etc., etc., les informaticiens, tout le monde est représenté ce soir et ça nous fait vraiment grand plaisir de voir cette communauté académique avec la communauté des élus et des habitants de ce territoire pour qu'on puisse travailler ensemble la main dans la main, et je suis convaincu de ça. En tout cas, merci à toutes et à tous les organisateurs, c'est extraordinaire. Moi, je suis épaté par la technique aussi, hein, donc merci beaucoup, c'est vraiment impressionnant. Et ça va nous compliquer la vie, Émeric, parce que beaucoup de collègues voudraient aussi organiser beaucoup d'événements ici, parce que la technique est parfaite, l'endroit est extraordinaire, et si tu peux nous commander le soleil régulièrement comme ça, alors on est preneur. En tout cas, un grand merci à toutes et à tous, et une excellente soirée. Merci Arnaud pour cette organisation. Merci, Monsieur le Président, cher Hakim. C'est une histoire aussi de confiance, aussi de famille. Pour avancer avant la table ronde, la famille aussi de l'université, la famille du territoire. On va écouter un morceau, une interprétation de Baudelaire. Et puis cette interprétation, je vais appeler donc Audrey Coudeville et Michel Bourdieu. Juste un mot avant qu'elle parle. Je tenais à dire que donc Audrey, qui enseigne chez nous à l'université, à l'IUT, et qui a déjà fait des choses aussi pour nous, et Michel, donc, qui est au conservatoire de Douai. Et puis, j'ai une pensée aussi, parce que la dernière fois que Michel avait fait du piano, c'était pour le départ de ma maman, et je te remercie vraiment, Michel, d'être là.
Merci. Bonsoir à tous. Alors avec Michel, nous avons le grand bonheur de vous emmener en voyage. Alors c'est un voyage évidemment poétique, musical, et ça sera aussi un voyage exotique et sensuel. Et ce voyage, on va le faire, comme l'a dit Arnaud, avec Baudelaire, et en particulier avec un poème qu'il a écrit pour l'une de ses muses, la plus vénéneuse, la terrible Vénus noire, un poème pour Jeanne Duval qui s'appelle « Le serpent qui danse ». Et c'est une adaptation qu'on a choisi de vous proposer sur la musique d'un compositeur contemporain qui s'appelle Dustin Aoloharan. Voilà, bonne écoute. Que j'aime voir, chair indolente, de ton corps si beau, comme une étoffe vacillante, miroiter ta peau. Sur ta chevelure profonde, aux âcres parfums, mer odorante et vagabonde, aux flots bleus et bruns, comme un navire qui s'éveille au vent du matin. Mon âme rêveuse appareille pour un ciel lointain. Tes yeux où rien ne se révèle de doux ni d'amer sont deux bijoux froids où se mêle l'or avec le fer. Mais à te voir marcher en cadence, belle d'abandon, on dirait un serpent qui danse au bout d'un bâton. Sous le fardeau de ta paresse, ta tête d'enfant se balance avec la mollesse d'un jeune éléphant, et ton corps se penche et s'allonge comme un fin vaisseau qui roule bord sur bord et plonge ses vergues dans l'eau. Quand l'eau de ta bouche remonte au bord de tes dents, je crois boire un vin de bohème, amer et vainqueur. Un ciel liquide qui parsème d'étoiles mon cœur. À te voir marcher en cadence, belle d'abandon, on dirait un serpent qui danse au bout d'un bâton. À te voir marcher en cadence, belle d'abandon, on dirait un serpent qui danse au bout d'un bâton.
Merci Audrey et merci Michel. Donc je crois qu'il y aura un retour tout à l'heure. Donc peut-être. Maintenant, donc je vais inviter sur scène au fur et à mesure. On a parlé d'interdisciplinarité, le président Artiba a parlé d'interdisciplinarité, et c'est vrai que c'est quand même essentiel. Hein. Donc nous ayons aussi des collègues chez nous qui puissent nourrir cette chaire, parce que si elle est avec le territoire, elle est aussi au sein de l'université, ça se fera aussi avec les collègues, des disciplines que tu as pu énoncer tout à l'heure, et ça correspond aussi avec tous les collègues qui se sont excusés, qui n'ont pas pu venir aussi. Et cette interdisciplinarité, en fait, va être activée aussi avec des directions d'axe. Quand j'ai parlé tout à l'heure de direction d'axe, avec des personnalités de renommée internationale, c'est un moment d'échange avec elles que je souhaiterais avoir maintenant. Donc je vais les inviter au fur et à mesure à venir. Et en premier lieu, donc Lucie K. Morisset. Donc je vous demande vraiment d'applaudir. Donc il nous vient de l'UQAM, hein, donc l'Université du Québec à Montréal, et qui nous parlera peut-être justement d'Arvida. Donc je prie de t'installer. Vous l'entendrez tout à l'heure. Et la deuxième aussi, donc personnalité, qui dirige l'axe cette fois-ci sur tout ce qui est création, c'est Nathalie Watten, donc de l'Université de Sherbrooke, avec qui nous avons beaucoup de projets, hein, notamment un master en double diplomation. Je te prie de t'asseoir. Et qui dirige donc, ici c'est marqué le CRILC, hein, donc c'est le Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoise. Et je crois que le mot culture associé à littérature est aussi important. Alors, troisième directrice d'Axe aussi, qui s'occupe de tout ce qui est numérique, Rouloud Boukaidi. Donc Rouloud Boukaidi qui vient de l'université de Sfax, et qui donc travaille principalement sur ce qu'on dit et ce qu'on appelle en France la blockchain et que les Québécois appellent la chaîne de blocs. C'est la même chose, mais ce n'est pas le même mot. Et finalement, je préférais chaîne de blocs, hein. Mais ça va être difficile de rééquilibrer au niveau de la terminologie. Et donc la dernière directrice d'Axe, donc qui va voir tout ce qui est économie, notamment économie du tourisme, Neilou Sitaram, donc de l'université de Leeds Beckett, mais qui était auparavant de l'île Maurice aussi, et donc qui est actuellement en poste à l'université de Leeds Beckett. Donc on va essayer de voir un peu, de s'entretenir quelques minutes pour faire connaissance avec le public. Voilà, je m'assieds à côté de vous, hein. Donc vous voyez très bien que je suis quand même pour la parité homme-femme. Je n'ai pas fait exprès, puisqu'il y a des choses qui pour moi sont essentielles avant toute question genrée, et ce qui est essentiel, c'est la qualité, ce que les personnes représentent. Et donc ça s'est fait tout naturellement, et c'est vrai qu'à un moment, je me suis dit finalement, il n'y a pas de question de genre qui s'impose, c'est la qualité des personnes qui vont diriger ces axes. Alors, je vais peut-être commencer question au fur et à mesure, et je crois que le président Robin en a parlé tout à l'heure, donc il a parlé justement d'Arvida, et je crois que Lucie, c'est peut-être intéressant de voir que tu évoques un peu ce que tu as pu faire au niveau d'Arvida, et de voir si les résultats obtenus, en tout cas au niveau d'Arvida, sont transposables ou aménageables au niveau de la porte du Hainaut. Merci beaucoup Arnaud. Bonsoir tout le monde. Merci de m'accueillir parmi vous ce soir. Arvida, Arvida, c'est une cité industrielle, une métropole industrielle où l'industrie a fait place au patrimoine comme au centre du projet de société. Alors, ça nous a demandé, évidemment, et quand je dis nous, c'est tout le monde, c'est les citoyens, c'est tous les acteurs de tous les horizons, les passionnés comme les indifférents, les partenaires, les collectivités, évidemment. Ça nous a demandé de repenser le patrimoine, non plus comme une série d'objets, ce qu'on voit si souvent, ces objets qui sont toujours un peu distants, un peu montrés en monstration devant nous. Donc, de repenser le patrimoine non plus comme une série d'objets, mais comme un projet
comme un projet de société, un projet à faire ensemble. On en discutait justement, Monsieur le maire président l'a évoqué tout à l'heure. Donc comme un projet de société à faire ensemble, comme le projet d'une relation à construire, c'est-à-dire que le patrimoine devient une relation entre des citoyens et un territoire. Je crois que c'est important de poser aussi les bases et de voir si c'est transposable. Alors, on y reviendra après, sur les mots aussi de justice sociale, c'est-à-dire comment on fait intervenir les habitants ou les citoyens, puisqu'il y a eu discussion aussi de ce côté-là. Dans ce phasage, on va dire, il y a évidemment tout ce qui va être économie du tourisme, de savoir où l'on travaille, ce que l'on peut en faire, et comment on peut le nourrir après avec les autres axes. Donc j'ai presque envie de poser la question tout de suite aussi à Nilou, savoir quelque chose qui est propre aussi à l'économie du tourisme. Que peut-on entendre, on va dire, d'un point de vue économiste, au niveau de diagnostic de destination, et comment pourrait-on le faire aussi, ce diagnostic, pour la Porte du Hainaut? D'accord. Au niveau des diagnostics, ce que nous proposons, c'est de développer des mesures pour pouvoir évaluer et collecter des données et analyser des données pour pouvoir évaluer la productivité des sites. Mais aussi, ce qui est important, comme vous l'avez dit avant, c'est le développement durable. Donc, de mesurer un petit peu quand même comment le tourisme, l'effet du tourisme sur l'économie, mais aussi sur l'écologie des sites. Et surtout aussi, on doit voir comment pouvoir mesurer et évaluer le développement du tourisme ici dans l'agglomération, sur le bien-être des habitants quand même. Oui. Donc bien-être des habitants et avoir une ligne aussi oui. Plus loin de voir comment on peut améliorer cela. Donc on peut faire des études sur plusieurs années. On commence maintenant, on regarde commencer, on mesure, on a des instruments qu'on peut développer. Et aussi il y a travailler avec les autres axes et mesurer et voir comment ça change au fil des années. Oui, donc je crois que c'est important que les économistes aussi du tourisme travaillent avec les autres aussi. Oui. C'est pour ça qu'il y a aussi cette chaire. Et puis donc alors avec des disciplines qui a priori ne se marient pas obligatoirement. Mais je crois que cette chaire, on a 2 jours, depuis 2 jours, parfois on se chamaille presque sur des termes. Donc ça peut paraître oiseux pour des non-universitaires, mais sur des termes tout simples comme ce qu'est le patrimoine, quelle ville, que peut-on entendre au niveau du patrimoine. Et puis une autre discipline qui n'est pas obligatoirement la discipline la plus attendue au départ quand on parle de tourisme, mais qui, à mes yeux, est essentielle si on veut impliquer aussi le citoyen dans des processus touristiques et puis de patrimonialisation, on va dire, c'est tout ce qui relève de la création. Création littéraire, création artistique, participation des habitants autour de ces ateliers de création. Puis là, c'est la question que je voudrais poser à Nathalie, c'est comment vois-tu la création comme levier de cette mise en récit aussi du tourisme et du patrimoine à la Porte du Hainaut? Alors, d'abord, bonsoir tout le monde et merci de m'accueillir. Je dirais que ce n'est pas seulement avec la littérature française que la cantilène de Sainte-Eulalie prend une place considérable. Même quand on enseigne la littérature québécoise, nous commençons par dire que la cantilène de Sainte-Eulalie est le premier texte littéraire écrit en langue française, c'est-à-dire romane, mais où prend naissance la littérature française, la littérature québécoise et d'autres littératures. Et avant que je voie, j'ai eu le bonheur, cette chance de voir la cantilène de Sainte-Eulalie, depuis 20 ans que j'enseigne la création littéraire, au début de mes cours, je parle de la cantilène. Maintenant que je l'ai vue, je vois les étudiants qui ouvrent les yeux très grands quand je parle de cela, parce que c'est une expérience concrète. Plutôt que de rester un signe abstrait, ça devient une expérience. Et donc, nous avons eu la chance, depuis 2019, avec l'UPHF, de créer ce double diplôme en création littéraire. Et je salue au passage les étudiants québécois qui sont présentement à l'UPHF. La création littéraire, au sens de creative writing, comme on l'enseigne aux États-Unis,
Ce n'est pas exactement ce qu'on fait au Québec. Au Québec, on fait de la recherche-création, c'est-à-dire que lorsqu'on donne des ateliers d'écriture, lorsqu'on forme des étudiants et étudiantes à la maîtrise ou au doctorat, on le fait toujours avec une perspective de recherche. Et là, sur le territoire ici, vous avez des richesses incroyables. Une histoire de la mine qui se croise avec une histoire des eaux, histoire du charbon, histoire des eaux, toute une histoire de la vie ouvrière dans le Nord. Vous avez l'ESCO, vous avez tellement de beaux paysages, les forêts que j'ai pu voir grâce à vous. Et vous avez également des musées. En fait, c'est d'une richesse incroyable. Maintenant, il faudrait, dans une perspective touristique et patrimoniale, faire des inventaires avec des flèches du temps, c'est-à-dire essayer de voir, par exemple, avec les fonds anciens, qu'est-ce qui s'est écrit ici, qu'est-ce qui s'écrit encore. Avec l'histoire des eaux, Brigitte nous parlait hier de cette naissance des termes ici avec les Romains. Alors, ce sont des histoires fabuleuses qui peuvent être racontées à non pas seulement des étudiants, mais aussi des écoliers, mais aussi dans des associations, à travers les médiathèques, par exemple, à des aînés qui, à leur tour, participent. Ce sont des citoyens qui participent à l'histoire, la mise en récit, comme vous dites, qu'on est là-bas, et qui arrivent avec leurs souvenirs. Moi, mon grand-père a travaillé à la mine et ne parlait pas. Et donc, tout cela est d'une richesse incroyable. C'est la partie recherche qui préside à la mise en écriture. La mise en écriture, ça émane toujours d'un désir d'être. On l'a entendu ce soir, c'était magnifique, toutes les interprétations qu'on a pu entendre. C'est le sentiment d'une rencontre, d'une expérience concrète. Alors, on essaye d'arrimer une recherche sur le patrimoine, sur le territoire, avec ce désir d'être. Et à force de le partager, on brise de l'isolement, on crée aussi pour autrui, les touristes qui viendraient, des histoires très belles, des histoires qui sont vraies, puisqu'elles se sont écrites, dites, vécues ici. Et donc, à partir de ce moment-là, le sens que prend Arambert, par exemple, il n'est pas seulement connu à travers le roman de Zola, mais il est connu à même le territoire, sur l'expérience qu'on en fait. Et l'identité, je termine là-dessus, l'identité est toujours culturelle dans une certaine mesure. On est fier quand notre culture est reconnue par autrui, mais on est fier quand on la connaît, son histoire culturelle, son patrimoine. Alors donc la recherche-création, en ce sens-là, est un outil formidable, je crois, de développement. Et ce qui est important aussi, c'est que donc on passe de la création aussi littéraire, ce qu'on fait à l'université, et puis tout ce qui est intergénérationnel. C'est ce que j'entends aussi dans ce que tu dis, c'est-à-dire que ça peut s'adresser à différentes tranches d'âge, et puis de voir aussi comment il y a ce passage, ces passations aussi, et ces mises en récit, et comment ces mises en récit sont mises en valeur. Et ça, je crois que c'est important. Et justement, ou si tu veux ajouter juste quelque chose, mais je pense que quand on parle aussi de mise en récit et de comment cela passe, comment cela peut être médiatisé, je crois que maintenant, il y a un outil qui est incontournable, hein. C'est évidemment tout ce qui est numérique. C'est-à-dire que le numérique passe non seulement Internet, mais on est aussi à développer tout ce qui est en réalité virtuelle, réalité augmentée. Et je crois que là, on a un axe aussi avec Khouloud sur tout ce qui est le numérique. Et j'ai bien aimé de voir que c'était le numérique au service du tourisme et du patrimoine pour la porte du Hainaut. Donc ça, je crois que c'est important d'avoir cela. Donc le numérique n'est pas une fin en soi, mais c'est simplement ce qui va permettre véritablement une mise en valeur nouvelle et puis s'adapter aux nouvelles formes de tourisme aussi et de culture. Et donc, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus aussi sur le numérique au service du tourisme et du patrimoine à la porte du Hainaut? Merci. Tout d'abord, bonsoir tout le monde. Donc, merci de m'avoir invité. Donc, l'idée, en fait, c'est que le numérique, il peut être au service de tous les autres axes. Le numérique, l'idée, c'est aussi de s'approprier du numérique et des technologies d'information et de communication pour appuyer tout ce qui est mis en œuvre
que ce soit pour le diagnostic de destination ou encore pour l'analyse du patrimoine, pour sa valorisation touristique et aussi pour son imaginaire. Donc l'idée, c'est que le numérique, il peut aider pour la collecte des données qui vont être nécessaires pour le diagnostic de destination et aussi des données qui vont être nécessaires pour mettre en place des moyens pour la valorisation touristique, et aussi pour la capture des acteurs et leur participation dans le patrimoine. C'est ça, parce que l'idée, c'est de mettre en valeur la parole citoyenne. Donc, le numérique, il peut assister toute cette démarche. Il pourrait aussi aider à capturer à travers, par exemple, tout ce qui est capsules vidéo sur la vie des gens du Nord pour le XVIIIe siècle ou le XIXe siècle. Ça pourrait aussi aider à faire des scènes en 3D pour que les gens redécouvrent certains lieux avec des prégnances historiques et culturelles. Tout ça, ça peut être au service de tout ce que vous allez mettre dans les axes. Et bien sûr, on va travailler en synergie entre nous pour pouvoir concrétiser tout ça à travers le numérique. Voilà, c'est ça l'idée. Si je peux bien sûr. Revenir là-dessus, justement parce que c'est cette synergie, je pense, qui caractérise cette initiative de la Porte du Hainaut et de l'Université, qui caractérise cette initiative qui nous rassemble ici, d'une chaire en tourisme et patrimoine, qui ne considère pas d'une part le tourisme et puis d'autre part le patrimoine, ou avant le patrimoine et puis ensuite le tourisme, mais qui considère l'un et l'autre comme des acteurs d'un développement fondé sur le milieu de vie et qui se passe dans le milieu de vie. Et c'est pour ça que je pense que, comme Arvida, la Porte du Hainaut, ensemble, toutes ces expériences peuvent nous apprendre, comme la cantilène de Sainte-Eulalie a marqué l'ouverture, a marqué les premiers pas de cette littérature qu'on partage aujourd'hui, comme ces premiers pas se retrouvent ici, on peut ici retrouver l'ouverture de ce que va être le patrimoine demain, plus le patrimoine du 19e siècle, mais le patrimoine comme projet collectif, comme faire ensemble un milieu de vie plus inclusif aussi. Plus inclusif, c'est ça, la justice sociale. Plus inclusif, c'est-à-dire que tout le monde, non seulement accède au patrimoine ou participe au tourisme, tout le monde est un touriste devant un patrimoine, mais tout le monde participe à la construction du patrimoine, main dans la main avec le tourisme. Et je crois que c'est essentiel parce que quand on parlait aussi de l'héritage et un peu des trois piliers, on va dire, touristiques de la Porte du Hainaut, la Porte du Hainaut, c'est une communauté d'agglomération. Et donc, il ne faut pas que, par rapport à cette communauté d'agglomération, il y ait quelque part des endroits ou des villages qui soient des laissés pour compte. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de chevalement, on ne peut pas faire de tourisme. S'il n'y a pas de forêt, on ne peut pas faire de tourisme. Donc c'est cette mise en récit et l'utilisation aussi de tous les outils avec le numérique, avec donc ce qui est la création littéraire, qui permettrait, en tout cas ça c'est mon souhait aussi, on va dire d'homogénéiser, de faire en sorte que le projet soit pour la Porte du Hainaut et pas simplement dire c'est Arambert, c'est La Trouée, c'est Saint-Amand parce qu'il y a des objets, on va dire patrimoniaux définis en tant que tels. Et la justice sociale, on le voit aussi avec ça. Et je crois que même le numérique peut aussi permettre que non seulement une mise en récit de la part des habitants par le numérique, mais une mise en récit qui n'est pas simplement une transposition de voix, mais c'est-à-dire un apprentissage aussi des techniques qui feraient cette mise en récit, et bien c'est l'acquisition de compétences aussi pour les habitants qui vont transmettre cette parole. Et l'acquisition de compétences, ça peut permettre justement aussi réinsertion sociale au niveau de l'employabilité. C'est-à-dire que là, je crois, et je ne sais pas, c'est comment vous concevez la valeur aussi du tourisme et du patrimoine. Alors, c'est une question que je lance un peu, l'apprend qui veut, on va dire. Le tourisme et le patrimoine sont des agents de reconnaissance. Et traditionnellement, c'était les gens riches qui faisaient du tourisme et c'est les experts qui faisaient du patrimoine. On peut repenser tout ça aujourd'hui dans des mécanismes participatifs qui justement reconnaissent la contribution de tout un chacun. Si un historien d'art considère, par exemple, qu'un chevalement est un objet absolument magnifique, évidemment, il y en a le droit et il y a l'expertise, mais cette expertise et le narratif qu'elle produit, le discours qu'elle produit, n'ont pas
objectivement plus de valeur que le narratif de celui pour qui ce chevalement représente, je ne sais pas, une expérience de travail, une expérience difficile ou une expérience heureuse, un triomphe ou une perte, mais tous ces récits ont leur valeur dans l'expérience du territoire. L'expérience du territoire, quand on la vit au quotidien, dans une continuité qui nous enracine dans le passé, qui rend désirable le territoire, qui nous fait appartenir, c'est ça le patrimoine. Et c'est ce patrimoine qui doit arriver à tout le monde, comme une expérience à tout le monde, comme un faire ensemble de tout le monde également. Donc, désirabilité du territoire, ça c'est quand même quelque chose qui est essentiel. Ça passe aussi, donc, et je vais un peu essayer de relier les deux, c'est-à-dire que Arvida, c'est non seulement les travaux que tu as pu réaliser sur Arvida, mais il y a un moment, Arvida, pour moi, avant même de connaître tes travaux, ou en même temps, c'était quand même le texte qui a été un succès aussi littéraire de Samuel Archibald, qui fait qu'à un moment, l'œuf ou la poule, est-ce que le texte de Samuel Archibald, qui est peut-être moins connu en France, hein, mais qui a eu un succès très très fort au Québec, a permis aussi de toucher d'autres personnes au niveau d'Arvida. d'Arvida et du Québec. Et ça permet aussi de revenir sur l'héritage aussi littéraire tel qu'il est transposé. À titre personnel, j'ai moins travaillé sur Zola que ce qu'on appelle la littérature prolétarienne. C'est-à-dire, il y a la littérature populaire qui est pour les masses, il y a la littérature populiste, et puis le naturalisme aussi, c'est du pré-populisme, qui va parler du peuple. Et puis la littérature prolétarienne, c'est la littérature écrite par des ouvriers. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Il y a une littérature prolétarienne aussi très importante au niveau de la mine. Enfin, c'est-à-dire que je travaille beaucoup sur des gens aussi du borinage, de Santo Kono, qui parlaient de leur vie et il y avait une difficulté à sortir de cela aussi. C'est-à-dire que quand vous êtes ouvrier, parler de votre milieu ouvrier, c'est est-ce qu'on va atteindre aussi quelque chose, un héritage littéraire transmissible à d'autres personnes que ceux qui vont le prendre comme témoignage pour eux-mêmes, dans leur communauté, et même les autres qui vont prendre ça comme témoignage plutôt qu'œuvre littéraire. Et ça, je crois qu'il y a besoin aussi de considérer la production littéraire autrement que prolétarien. C'est-à-dire que maintenant, la littérature prolétarienne, comment peut-on parler de la mine quand il n'y a plus de mineurs? Et c'est presque une question que j'ai envie de poser aussi à Nathalie, c'est comment peut-on faire écrire aussi maintenant sur ce patrimoine sans obligatoirement avoir des succès littéraires qui vont changer la chose? C'est-à-dire, en gros, ma question, c'est est-ce que l'on peut avoir, pour la Porte du Hainaut, l'équivalent d'un Samuel Archibald et un succès comme Arvida, le texte de Samuel Archibald, avec la mise en valeur touristique, on va dire, d'Arvida? Sûrement qu'il y en a des écrivaines qui, parce qu'ils ont grandi dans le décor des mines, parce qu'ils ont une tante, un oncle qui leur ont parlé de quelque chose, parce que tous les jours, ils se promènent et voient des signes, que ce soit les terrils, que ce soit la trouée d'Arambert. Je rebondirais sur la question avec l'expérience de Douchy-les-Mines. Quand on est allé là, j'ai rencontré un poète que je n'aurais pas connu autrement, qui m'a offert son livre, et je l'en remercie, mais qui m'a parlé aussi du printemps culturel. Et moi, sachant qu'il y a ce printemps culturel et qu'est-ce qu'il fait, quelles sont ses activités, je peux communiquer cette information à autrui qui, à son tour, peut la... Je veux dire, ça fonctionne comme ça. Les corons, tu en parlais d'entrée de jeu quand tu as fait la présentation. Moi, j'étais subjuguée par les corons. C'est peut-être l'Arvida dont on parle avec les corons. Et je t'ai posé la question. Je vais la poser certainement au bureau du tourisme de la Porte du Hainaut. Est-ce qu'il y a des cours sur l'architecture? Est-ce qu'il y a des différences entre les corons? Le fait que ce soit construit en 1900 ou un peu plus tard, qui aujourd'hui vit dans les corons? Est-ce que c'est différent en Belgique? Il pourrait y avoir toutes sortes de capsules, de modules sur l'architecture du Nord. Et ça, c'est fascinant. Bon, celui qui réussirait par sa mise en récit à nous émouvoir, de la même façon que tout à l'heure, par les effets de voix, les jeux de voix, on était très émus.
en entendant par exemple la cantilène de Sainte-Eulalie. Donc la personne qui réussirait non pas seulement à placer le coron dans son livre parce qu'il vient de la porte du Hainaut, mais qui arrive à faire vivre une ambiance, une vie de famille, une vie, un paysage, à travers l'évocation d'un paysage, à faire revivre le coron, très certainement, parce qu'il serait authentique, et sa parole nous toucherait. Et Khouloud, hein, j'ai fait très est-ce que ce type d'expérience aussi, ou cette émotion que l'on peut avoir à entendre aussi des textes littéraires ou en lire certains, on peut la retrouver au niveau du numérique, c'est-à-dire avec des patrimonialisations aussi numériques, c'est des reproductions, je pense à la réalité, on a une plateforme qu'on développe chez nous qui s'appelle VECOS, qui est quand même une plateforme très très importante aussi en réalité augmentée. Est-ce qu'on peut utiliser le patrimoine au niveau de la réalité augmentée, réalité virtuelle? Bien sûr, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. D'ailleurs, quand j'ai parlé du fait qu'on pourrait redécouvrir les lieux, par exemple dans le passé, comme tu as parlé tout à l'heure, Nathalie, sur l'aspect, on va retracer dans le temps l'historique d'un lieu particulier. Par exemple, si on prend la baie de Saint-Amand, on va prendre, par exemple, un incendie qui s'est passé dans la baie, et puis on peut être sur place en regardant à travers un module de réalité augmentée comment ça s'est passé dans le temps, par exemple. Donc la plateforme qu'on devrait développer, elle pourrait héberger des modules de réalité augmentée qui va servir pour les visiteurs de la région et aussi pour les citoyens pour découvrir l'historique de lieux en fait. C'est comme si on fait un curseur vers le passé et puis on voit comment ça s'est passé et puis ça améliore notre connaissance sur le patrimoine. Et aussi, ça améliore aussi l'appartenance, finalement. Merci. Et juste peut-être une dernière question, parce qu'après, je crois que Nilou, c'est-à-dire que pour les économistes, diagnostic de destination, donc c'est-à-dire que c'est un point de départ, et comment on le fait évoluer après, quel est le point d'arrivée, quels sont les points d'étape, si on arrive justement avec des objets inattendus, un peu comme le roman de Samuel Archibald, ou comme cette mise en récit de la trouée d'Arambert qui crée quelque chose parce qu'il y a une découverte des pavés qui, en tant que tels, ne voudraient rien dire, mais parce qu'ils sont investis d'autres symboles. Comment, au niveau d'économie du tourisme, on fait évoluer un peu tout ce qui est analyse quantitative, qualitative? Au fait, nous avons eu des discussions très intéressantes ce matin et c'est pour ça qu'on a eu quand même un peu de retard parce qu'on avait tellement de choses à se dire et à se connaître et aussi à se connaître en tant que les différentes disciplines. Et les économistes, nous, on prépare des modèles, mais mes collègues ici nous ont donné beaucoup d'idées, mais il y a d'autres facteurs qu'il faut quand même considérer. C'est pour ça qu'on pense à développer des méthodes pour pouvoir collecter ces données, des données pas économiques, mais des données culturelles pour pouvoir créer des indices et voir comment l'indice évolue pendant le temps. Mais aussi, comme on disait ce matin, c'est se voir, c'est comme si on mesure la productivité, par exemple, mais si on voit qu'un endroit, qu'un site n'est pas aussi productif. C'est pas un très joli mot quand mes collègues parlent de la culture, mais peut-être à leur donner des interventions. Voilà ce que font les autres et voilà comment est-ce qu'on peut prendre ces best practices des autres sites et appliquer quelque part pour améliorer la productivité. Et alors ça, on le fait pendant... C'est pour mesurer, pour évaluer, mais aussi pour pouvoir donner des idées pour comment changer, comment mieux faire et comment aller de l'avant. Mais en prenant en considération ce que mes collègues ont dit, qu'il n'y a pas que le côté économique, mais on a dit qu'il faut aussi regarder le côté écologique, mais culturel. Donc c'est à nous de trouver des indices, et on a déjà travaillé dessus d'ailleurs. Mes collègues sont en train de déjà développer pour d'autres régions de France des indices. Apprendre à mesurer ce qui n'existe pas encore. Voilà. Aussi. Je crois que c'est l'interdisciplinarité, ça se vit. Exactement. Ça doit se vivre.
C'est pas quelque chose qui s'édicte et puis ça doit se vivre, et puis y compris avec des moments où on peut presque se quereller, mais c'est pour arriver à quelque chose, quoi. L'interdisciplinarité, quand on la vit avec un projet de recherche et pour le citoyen, c'est un voyage qu'on entreprend. Pour moi, il m'est très agréable de faire ce voyage avec vous. Nous aussi. Aucun commentaire sur cela, mais en tout cas, ça va être très agréable. Et puis, vous pouvez rester ici, hein, parce que je crois que s'il y a voyage, il y a invitation au voyage. Et je crois qu'il est important de réentendre, à l'aune de ce que l'on vient de dire, l'invitation au voyage de Charles Baudelaire, avec donc Audrey Coudeville et Michel Bourdieu. On est gâtés. Alors ce deuxième poème, vous le connaissez tous sûrement, ou sinon vous n'avez pas eu un bon prof de français. 3 petits points. C'est évidemment donc l'invitation au voyage, et c'est un poème que Baudelaire a écrit pour une autre de ses muses qui l'a inspirée, qui était Marie d'Aubrun. Et ce poème est davantage une promesse à un voyage idéal, et on a choisi ce soir de l'interpréter sur le deuxième mouvement de la marche funèbre, ici bien mal nommée, de Chopin. Ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble. Aimer à loisir, aimer et mourir au pays qui te ressemble. Les soleils mouillés de ces ciels brouillés, pour mon esprit ont les charmes si mystérieux de tes traîtres yeux, brillant à travers leurs larmes. Tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Des meubles luisants, polis par les ans, décoreraient notre chambre. Les plus rares fleurs, mêlant leurs odeurs aux vagues senteurs de l'ambre. Les riches plafonds, les miroirs profonds, la splendeur orientale. Tout y parlerait en secret à mon âme, sa douce langue natale. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Vois sur ces canaux dormir ces vaisseaux dont l'humeur est vagabonde. C'est pour assouvir ton moindre désir qu'ils viennent du bout du monde. Les soleils couchants revêtent les champs, les canaux, la ville entière d'hyacinthe et d'or. Et le monde s'endort dans une chaude lumière. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté.
aussi Michel et Audrey. C'était très important pour moi aussi que Michel soit là. Je crois qu'on va un peu terminer cette soirée. Quelques remerciements, évidemment, puisque c'est un travail collectif que nous entamons, mais c'est un travail aussi avec Caroline Soro, qui a été ingénieur, qui est ingénieur actuellement sur la chaire, donc un travail avec donc l'Office du tourisme, toutes les institutions aussi. Et je remercie aussi, bien évidemment, la qualité technique. Je crois qu'on peut les applaudir vraiment. Et c'est un plaisir de travailler avec vous, quand même, avec le professionnalisme et puis aussi un sens de l'autodérision que j'apprécie tout particulièrement. Donc vraiment, merci pour le travail accompli. Et donc, peut-être un peu pour terminer, donc, je suis désolé, il devait y avoir aussi la compagnie Isabelle Starquier qui devait vous accueillir tout à l'heure, et puis il y a eu apparemment, il y a eu quelque chose, un problème au niveau de la gare de Valenciennes j'ai reçu quelques SMS de personnes qui ont été bloquées, etc., et qui s'excusaient, et donc la compagnie n'a pas pu arriver avant, donc elle sera là après, hein, donc vous aurez droit à du théâtre ambulatoire aussi, juste après pour le cocktail. Et puis, pour terminer, j'ai envie de vous reprojeter la vidéo de départ. Mais la vidéo de départ, il y avait justement le côté passéiste au départ. Enfin, de dire, voilà, il y a cet héritage de la mine, et finalement, on va essayer d'en faire quelque chose. Et bien maintenant, cette vidéo très courte, vous allez la revoir, mais sans le passé, parce que c'est le présent et l'avenir maintenant que nous construisons ensemble. Encore une fois, merci à tous. Et l'avenir est à nous. Et le cocktail, l'avenir très proche. Et puis après, dans 4 ans, il y aura les résultats et j'espère que l'on continuera en tout cas l'aventure et le voyage commence. Merci à tous, merci à vous et merci aussi pour vous.